Moi, je suis infectiologue au quatrième. Un cours en deux parties, je vais essayer de faire au plus vite, pas dépasser le temps. Deux parties qui sont très distinctes, hein, ouais, ok. Le, on va s'occuper de la fièvre au cours de voyage. C'est un de nos sujets, C'est bien sûr un de vos sujets aux urgences, et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour prendre en charge ces patients. Et puis la drépano, ça n'a rien à voir, mais en fait, ça fait partie des choses qu'on fait dans le service. On prend en charge des patients adultes atteints de drépanocytose, que vous allez voir aussi de temps en temps, euh, parfois peut-être trop à votre goût dans le service des urgences pour des crises douloureuses. Donc on va parler un petit peu de tout ça, parce que là aussi, vous aurez besoin un petit peu de communiquer avec nous. On va commencer par la fièvre au retour de voyage. C'est un truc très fréquent. Un truc très fréquent. Vous allez voir des patients, rarement dans des états graves, mais la question d'une infection particulière, une infection spécifique de la zone dans laquelle ils ont voyagé. Bon, en tout cas, les problèmes de santé au cours des voyages, c'est principalement quand on prend des cohortes, c'est des histoires de fièvre, des histoires digestives, et puis des histoires d'éruptions cutanées, qu'elles soient d'origine infectieuse, qu'elles soient liées à l'exposition au soleil, qu'elles soient liées à des piqûres de moustiques, etc. Bah, ça fait vraiment partie des principales choses. On peut avoir des problèmes respiratoires, tout ce que vous voulez, des problèmes psychiatriques en lien avec des décompensations du voyage, etc. Donc c'est vraiment la fièvre autour du voyage, c'est un problème fréquent un motif fréquent de consultation. Il y a plusieurs façons d'essayer de démembrer les maladies les plus fréquentes et le faire par zone. Ici, c'est une carte qui représente, selon les régions, le top 3 des fièvres du retour selon la destination des patients. C'est très biaisé parce que c'est issu de données de centres tertiaires, c'est-à-dire de centres spécialisés de prise en charge qui font partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Géosentinelle. Par exemple, ici, dans le service, quand on a des patients qui viennent en consulte ou en hospice, pour palus, dingue, etc. Après, ils sont enregistrés dans cette base et ça permet d'avoir des informations. Donc ça ne dit vraiment pas tout. Mais en gros, les patients, vous voyez en Afrique, le palu c'est l'Afrique subsaharienne. Le palu, donc avec du palu à falci principalement, mais aussi des non-falciparum, bien sûr. Vous en verrez également au retour de zone amazonienne du palu, avec du falci, mais aussi du vivax, par exemple. Ça, vous le verrez. Ça sera beaucoup plus rare de voir des palus en retour d'Asie du Sud-Est. Il y a encore bien sûr la présence des anophèles et du parasite, mais ça a été en majeure partie éradiqué, et c'est vraiment des parties forestières qui sont peu propices au voyage classique touristique qu'on pourrait avoir du palu. C'est pour ça qu'il y a assez peu de patients qui se doivent prescrire des prophylaxies du palu quand ils vont en Asie du Sud-Est. Donc ça sera vraiment suspicion principale, retour d'Afrique subsaharienne, et puis zone amazonienne. Vous verrez des patients revenir des Guyane françaises. S'ils ont passé des nuitées en jungle, etc., ils peuvent revenir avec des palus, que ce soit des civils, des militaires, etc. Et puis, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'arbovirus, il y a beaucoup de dingues, principalement dans les arbovirus, ces virus transmis par des moustiques, des arthropodes. Il y a principalement la dengue. C'est vraiment la principale pathologie que vous verrez au retour du voyage, avec des symptômes, alors qui sont très vagues, mais finalement assez caractéristiques. Un patient qui a voyagé en zone intertropicale, qui va avoir un état fébrile, un syndrome grippal, des douleurs musculaires et articulaires, parfois une petite éruption cutanée, des petites pétéchies en lien avec une thrombopénie, des maux de tête importants, etc. C'est assez spécifique, mais vu la fréquence de cette pathologie, il va falloir y penser assez souvent, et sur la prise de sang. On voit des cytopénies habituellement, on voit un peu de cytolyse hépatique, donc des choses qui ne trompent pas. Et puis on a une myriade de choses, mais qui sont plus anecdotiques. Ce qui va poser problème sur le plan de la réflexion, c'est les patients qui ont juste de la fièvre. En fait. Ils ont de la fièvre, ils n'ont pas trop de points d'appel. Euh, Savoir comment on interprète ça, c'est un petit peu, c'est pas toujours simple. Alors, quand on a de la fièvre, on peut démembrer le patient qui a une infection de localisation déterminée. Ça va être assez simple pour vous. Le patient, il a un tableau de pneumopathie communautaire, donc qu'il est voyagé ou pas, ça reste une pneumopathie. Après, on peut éventuellement discuter selon la zone d'où ils reviennent, s'il peut y avoir des infections particulières. Pour les infections respiratoires basses, on va penser principalement pour les trucs. L'important, ça va être l'important pour le traitement du patient, ou alors pour éviter la prévention la prévention de la transmission croisée. Par exemple, un patient qui revient du Moyen-Orient, qui revient
plutôt de la péninsule arabique avec une pneumopathie. Il va falloir se poser la question d'une infection particulière au coronavirus du Moyen-Orient, le MERS coronavirus. Mais ça, c'est un truc très, très spécifique. Sinon, le patient qui a un tableau de pneumopathie, le patient qui a un tableau de pyélonéphrite aiguë, le patient qui a un tableau d'appendicite, de cholécystite, ça reste une réflexion assez classique dans la prise en charge. Et puis il y a les patients qui ont une fièvre sans point d'appel. Alors là, c'est un truc très pratique, hein. C'est de se dire palu, pas palu, c'est vraiment hyper important. Alors, bien sûr, on n'y pensera pas si le patient vient d'Argentine ou de zones où il n'y a pas de problème de paludisme. Si c'est des zones possiblement impaludées, c'est palu, pas palu. Donc, de toute façon, vous aurez le frottis sanguin de TPS, le test diagnostic rapide, les tests antigéniques pour le diagnostic, la NFS pour voir s'il y a des stigmates de palud qui sont principalement la thrombopénie, éventuellement l'anémie hémolytique d'emblée quand il y a beaucoup de parasites dans le sang, il y a déjà de l'anémie hémolytique au départ, et puis de toute façon dans le bilan que vous ferez initialement, avec un bilan hépatorénal, on aura éventuellement les retentissements évocateurs de paludisme grave, avec l'insuffisance rénale aiguë, la bilirubine élevée, la défaillance hépatique, etc. Donc palu, pas palu. Fièvre sans point d'appel, c'est pas le palu, qu'est-ce que ça peut être? Et puis on peut essayer de démembrer viral, bactérien, parasitaire. Les choses très fréquentes, c'est les patients qui vont revenir donc avec des arbos, principalement la dengue, ça peut être aussi le chikungunya et d'autres choses. Le Zika, l'épidémie la plus importante qu'on a connue avec le plus grand nombre de diagnostics autour de l'Ouest en 2016. Avec beaucoup de cas. C'est une maladie qui est assez peu symptomatique finalement, moins symptomatique que la dengue ou le chic. Donc on peut passer à côté du diagnostic, mais à l'époque, comme c'était un problème de santé publique, de notoriété publique aussi, on avait beaucoup plus facilement à y penser. Mais de toute façon, notre réflexion, elle est aidée par des outils diagnostiques qui vont être des PCR qui vont rechercher les trois cibles en même temps. On fait une PCR des arboviroses. Ici, ce qu'on a comme kit, c'est on fait PCR dingue, chikungunya, Zika. On fait les trois ensemble. Même si vous en demandez qu'un, de toute façon, on la bouffera les trois. Ensuite, en ce qui concerne les arboviroses, il y a des choses moins fréquentes, mais qui pourront toujours être discutées dans un second temps. Et c'est là l'importance aussi de la discussion avec le tropicaliste. Mais de toute façon, de votre côté, vous aurez une suspicion clinique sur la présentation clinique du patient, là où il est revenu, etc. Vous ferez vos tests diagnostiques, mais vous n'aurez pas les résultats au cours de la prise en charge aux urgences. Le patient peut être pris en charge en ambulatoire et le résultat il sera discuté après avec le tropicaliste qui lui aura en consultation, ou alors s'il est hospitalisé, ça sera dans le service d'hospitalisation. Mais en tout cas, savoir qu'il faut rechercher les arbos dans certains cas, et on verra le timing pour faire des PCR ou des sérologies. Finalement, ça va être assez simple. Les grippes Covid, c'est vraiment des trucs hyper fréquents, assez spécifiques, des syndromes pseudo-grippaux. Vous avez à disposition au service d'urgence des tests d'orientation de diagnostic rapide, des TROD, et puis vous allez faire assez systématiquement dans votre prise en charge des PCR nasopharyngés. Dans le bactérien, chez un patient qui a une fièvre sans point d'appel, on va se poser la question de la possibilité d'une bactériémie. De toute façon, dans votre bilan initial, chez le patient fébrile, vous avez l'habitude de faire des hémocultures. Ici, on fait des hémocultures uniques. Je pense que c'est assez protocolisé aux urgences. C'est-à-dire qu'on va faire deux paires, deux flacons aérobie, deux flacons anaérobie lors d'une seule ponction veineuse, ce qui permet d'augmenter la probabilité de choper la bactérie s'il y a vraiment une bactériémie. Parce que ce qui compte dans les bactéries pour des hémocs positifs, c'est plutôt le volume total de sang qui doit être d'environ 30 millilitres. C'est pour ça qu'on ne fait plus la paire, puis après une demi-heure, une heure après, au prochain qui fait une autre paire. Ça, on a tendance à plus le faire, en tout cas aux urgences, parce que c'est moins efficace, on n'aura souvent pas l'occasion de le faire ou pas le temps de faire une deuxième ponction au patient. Et donc on peut tomber sur un truc complètement spécifique, la patiente qui a une pyélonéphrite aiguë accompagnée d'une bactériémie à entérobactérie, ce qui est assez fréquent, un patient qui a une bactériémie à staphylocoque doré sur un point d'appel cutané, etc. etc. Dans les infections un petit peu exotiques, la fièvre typhoïde, il y a deux façons de retrouver la salmonelle. La salmonelle typhique, ça va être soit les hémocultures, soit la coproculture. On ne fait plus des tests sérologiques, etc. Donc ça permet aussi de faire ce genre de diagnostic. Et puis on peut imaginer d'autres diagnostics un petit peu plus rares. Dans le groupe des zoonoses, c'est un peu particulier de démembrer comme ça, mais
ça permet d'évoquer des pathologies qui sont pas si rares chez les voyageurs du fait de leurs expositions à risque au cours de leur voyage. Et dans les zoonoses, bah, les trucs fréquents, mais il y a la lepto. Donc on va demander à un moment donné au patient qui va être fébrile, parfois sans point d'appel, est-ce que vous avez été exposé à l'eau douce, est-ce que à des plans d'eau, euh, puisque c'est ça principalement, des plans d'eau douce contaminés par des urines de rats, des choses comme ça. Et donc, est-ce qu'il y a eu des baignades? Eau de mer, non, mais si baignade en eau douce, oui. Un truc, je sais pas, on a vu un patient qui avait fait une lepto qui était qui était allé dans la gadoue avec les éléphants, des conneries comme ça, quoi. Donc, vous leur demandez un petit peu s'il y a une exposition à l'eau douce quand ils ont un tableau de fièvre sans point d'appel. La lepto, après, il y a d'autres choses. Ils ont, donc, le truc classique, c'est l'ictère, la thrombopénie, l'insuffisance rénale, la rhabdomyolyse, tout le truc. Après, il y a des formes de lepto très très graves qui vont en réanimation assez rapidement, des tableaux beaucoup moins marqués. En tout cas, c'est intéressant de poser les questions parce qu'il y a des tableaux fébriles sans grande spécificité, ça peut être ça. Dans les zoonoses, donc les tiques peuvent donner des rickettsioses. Le truc un peu classique, c'est les patients qui vont dans les parcs naturels, par exemple en Afrique du Sud, c'est une zone assez fréquente où il y a de la rickettsiose, la rickettsia africae. Ça donne un tableau fébrile avec une éruption cutanée assez spécifique, parfois une escarre d'inoculation liée à la présence de la tique. Voilà, fièvre un petit peu spécifique, on peut évoquer ça. Après, ici, c'est important de vous le dire, c'est intéressant intellectuellement. Après, pour vous, en tant que médecin aux urgences, ça ne va pas forcément faire la différence. Parce qu'un patient qui a une rickettsiose au retour d'Afrique du Sud, qui va être fébrile avec des boutons, si vous ne lui donnez pas de la doxycycline au moment où vous le voyez aux urgences, ça va pas aboutir à une aggravation de son état de santé, il y a un risque vital pour lui, ou que c'est une perte de chance. Mais ça peut être ça peut être intéressant de l'évoquer si on a un tableau très caractéristique. Après, nous, on peut voir ces patients-là parfois parce qu'ils ont des fièvres qui durent un petit peu, on ne comprend pas, ils sont très fatigués, etc. Et on peut être amené à faire des sérologies ou alors des PCR sur des prélèvements cutanés, ou même de prescrire de la doxycycline de façon probabiliste parce que on pense à ce diagnostic. Voilà. Là où c'est plus intéressant, dès les urgences, la lepto, c'est que la lepto, donc c'est une pathologie potentiellement grave, hein, avec des défaillances d'organes, la thrombopénie sévère, etc. Et que ça répond très très bien aux antibiotiques. Et là, pour le coup, les antibiotiques, ça peut être la doxy et ça peut être beaucoup de bêta-lactamine. Doxy, Amox, C3G, c'est des antibiotiques qui marchent très bien sur la doxy. On a plus tendance à donner une C3G quand le patient est grave, etc. On n'a pas de diagnostic, on a d'autres pensées de bactéries. Donc, c'est là où il y a un intérêt à vraiment y penser dès les urgences. Est-ce qu'on lui met une antibiothérapie d'emblée? Et ça vaut le coup d'en discuter avant aussi avec le tropicaliste, puisqu'on est joignable normalement 7 jours sur 7 tout le temps. Et puis dans les parasites, fièvre sans point d'appel au retour voyage. Bah, les amibiases tissulaires, c'est des trucs un petit peu qu'on peut classer là-dedans. L'amibiase tissulaire, bon, l'amibiase colique, le tableau de syndrome de la dysentérie amibienne, le tableau diarrhéique, souvent un peu glérosanglant, mais ça peut être de la diarrhée hydrique. Euh, au, retour, euh, Au retour de zone tropicale, le diagnostic se fait sur la copro, sur la parasitodécèle. Maintenant, les parasitodécèles sont accompagnés toujours de PCR multiplex des entéropathogènes parasitaires, protozoaires, dont font partie les amis de la Entamoeba histolytica ou les helminthes. Et donc, c'est ce tableau diarrhéique fébrile. Notre parasitodécèle va faire le diagnostic. Et puis, pour les amibiases tissulaires, souvent c'est compliqué parce que c'est souvent des amibiases hépatiques. Un abcès hépatique, qu'il soit amibien ou pas amibien, souvent, ça se diagnostique pas d'un coup, quoi. Le patient, il est fébrile, il va avoir une pesanteur de l'hypocondre droit, une douleur, mais c'est un petit peu vague. Le nombre de, en tête de nombreux cas où les patients arrivent aux urgences avec de la fièvre, sans grands symptômes, peut-être un peu de pesanteur ici, et aussi qu'il est fait parce que le clinicien aux urgences, il a vu un patient fébrile qui avait l'air pas bien, il fait un premier bilan, il a 300 de CRP, il se dit ça mérite de faire plus d'exploration, fait un scanner TAP parce qu'il n'a pas de point d'appel, et on retrouve la collection dans le foie. Après, ça peut être beaucoup plus orienté sur le foie si notre abcès il va venir obstruer les voies biliaires, il y aura une cholestase, une cytolyse, etc. Donc ça fait partie des causes parasitaires de fièvre. La bilharziose aiguë, le syndrome d'invasion bilharzienne, le syndrome de Katayama, c'est un truc assez particulier dans les
3 à 6, 8 semaines après une baignade qui nous a contaminés par la schisto avec un tableau de fièvre, d'éruption cutanée urticarienne, possiblement un certain nombre d'invasions au niveau pulmonaire avec des symptômes respiratoires, asthmatiformes, des opacités un petit peu mal limitées. Et c'est marqué sur le plan biologique par une hyperéosinophilie. Donc un patient qui est fébrile avec 4000 éosinaux, qui revient d'Afrique, ça, on y pense, quoi. On y pense. Et c'est là où je peux vous faire le rappel, on l'a pas toujours en tête, mais euh, euh, bilharziose, amibias, c'est des trucs pas si rares que ça en retour de zone tropicale. Donc amibias protozoaire, schisto, helmin, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'hyperéosinophilie dans l'amibiase, il y a une hyperéosinophilie dans la schisto. D'accord. Donc l'amibiase, ça se comporte un peu sur le plan biologique comme vraiment comme une infection bactérienne invasive, une CRP très élevée, des PNN élevés, etc. C'est un truc très qui ressemble beaucoup comme ça. Donc il y a cette première classification qui peut aider intellectuellement. Et puis, il y a votre prise en charge, il y a un petit peu vos ABC, quelles doivent être vos priorités. Et finalement, les priorités, elles sont les mêmes que pour tout patient fébrile. Pour connaître une infection grave qui nécessiterait l'orientation vers la médecine intensive, une antibiothérapie probabiliste d'emblée, etc. Donc reconnaître les signes d'infection grave. Et ici, c'est vraiment aspécifique. Vous faites votre QSOFA, la tension, la fréquence respi, la confusion. Vous regardez s'il y a des signes de gravité, hémodynamique, respi, neuro, pour la fulminance ou un abdomen aigu. Ça, c'est la première chose à faire, bien sûr, pour savoir si le patient doit être orienté vite vers une prise en charge très particulière. Après, la cause, on pourra voir. La deuxième chose qui peut être intéressante à dire par rapport au fièvre du retour du voyage, c'est prévenir la transmission croisée. C'est que ce patient qui revient avec une infection X, peut-être un peu bizarroïde, est-ce qu'il faut que je mette des précautions standards, précautions contact, précautions gouttelette, des précautions R. Si on fait, qu'est-ce qu'on suspecte? La première, pour vous dire, les voyages en zone tropicale sont propices à la colonisation du patient par des germes résistants, généralement des entérobactéries résistantes, des BLSE, voire des entérobactéries productrices de carbapénémase, si bien que quand les patients sont hospitalisés au retour de voyage, pas besoin forcément d'avoir été hospitalisés à l'étranger, mais quand ils reviennent de l'étranger, qui sont hospitalisés, on met des précautions de contact systématiquement, on fait un écouvillon rectal pour une recherche de BHRE, de bactéries hautement résistantes émergentes. Ça, c'est les entérobactéries productrices de carbapénémase ou les entérocoques résistants aux glycopeptides. Donc on fait ça, et je pense qu'il va de soi qu'aux urgences, il faut pour tout patient qui a une fièvre autour de voyage, se dire qu'on va mettre en place des précautions de contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... alors, c'est un lavage systématique des mains. Les gants, ça va être discuté, l'hygiène pour en parler, c'est-à-dire que mettre des gants, c'est vrai que sur le principe, c'est une barrière supplémentaire, mais c'est vrai qu'ils ils ont tendance à dire que parfois les gants sont un facteur supplémentaire de contamination de l'environnement, parce qu'on pense qu'on est protégé, on va toucher tout partout. Mais bon, les gants, ça fait quand même partie des précautions de contact. En tout cas, si vous vous exposez à des sécrétions comme ça, il faut mettre les gants. Le tablier lorsqu'on est au contact du malade. On est au contact du malade, on va l'examiner, on va être en contact avec lui, on met le tablier à l'hygiénique en plastoc là, qu'on va jeter après. Donc ça, je pense que ça, c'est déjà les choses classiques. Dès qu'on a un patient qui va renifler, qui va tousser, qui va avoir moins de symptômes respi ou qui va être excréteur d'une façon ou d'une autre, le masque chirurgical, c'est une bonne chose. Après, je ne sais pas s'il y a aux urgences. Alors nous, on a décidé de garder le masque quand on est au contact avec les patients, quelle que soit leur pathologie. Je ne sais pas si vous, on vous a dit mettez le masque tout le temps avec les patients ou pas. Non. Donc, de toute façon, nous, on met tout le temps, mais en tout cas, chez ces patients-là, dès qu'il y a le moins de symptômes respiratoires, il faut penser à mettre le masque chirurgical. Et ensuite, à la question, est-ce qu'on fait un ISO-R, un masque canard? Chambre seule, alors l'isolement, la pression négative, ça on l'a pas aux urgences, mais en tout cas le masque FFP2, dans quel cas, et puis des précautions encore plus renforcées, dans quel cas on va y penser. Bon là, si vous pensez que le gars il a la tuberculose, bien sûr vous allez mettre le masque FFP2, et puis ensuite si on pense Covid avec un patient qui a beaucoup d'oxygène, soins aérosolisants, etc., des aérosols, faut se protéger plus avec le masque FFP2.
parce qu'il va y avoir une dissémination plus facile du virus. Et puis, la question, nous, qu'on se pose, c'est des cas beaucoup plus rares, mais la gravité fait que on y pense quand même. Est-ce qu'il y a un risque de fièvre hémorragique virale? Est-ce qu'il y a un risque d'infection respiratoire aiguë sévère émergente? C'est les deux principaux. Donc, fièvre hémorragique virale, euh, on pense donc Ebola, Marbourg, Lassa, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est les principaux, il y a la fièvre jaune, etc. Donc ça, c'est des choses très rares. On n'a jamais eu à Bordeaux un cas de fièvre hémorragique virale en cours de voyage. En France, ça se compte sur les doigts d'une main le nombre de cas qui ont été pris en charge. En plus, généralement, des patients qui étaient rapatriés avec des sites déjà connus. Mais il y a des alertes de temps en temps. Marbourg, Rwanda, en ce moment, des infections à virus Ebola en République démocratique du Congo. Donc, c'est des choses auxquelles Lassa en Afrique de l'Ouest. Donc, la question, c'est est-ce que le patient il est revenu depuis moins de 21 jours dans une zone où il y a une épidémie de fièvre hémorragique virale et puis, à quoi est-ce il aurait pu être exposé et si vous avez la moindre suspicion, parce que vous avez entendu qu'il y avait une épidémie quelque part, il faut appeler immédiatement le tropicaliste, comme ça on peut engager une discussion sur est-ce qu'il y a une suspicion ou est-ce qu'il n'y a pas une suspicion, est-ce qu'il y a un cas possible ou est-ce qu'il n'y a pas de cas possible. Parce que on classe le patient en cas possible, ça veut dire qu'il y a tout un tas de précautions à prendre qui vont changer la prise en charge pratique du malade. Il y a des choses assez particulières pour les filovirus, Ebola Marbourg, euh, exposition particulière aux chauves-souris, une grotte, c'est comme des trucs très particuliers, donc les gens vont vous le dire dans l'interrogatoire s'ils ont une activité particulière. Est-ce qu'ils venaient pour le travail? Est-ce qu'ils ont fait de la spéléo, des choses très très particulières? C'est pour ça qu'il faut quand même interroger le malade sur ce qu'il a fait et pourquoi il a voyagé. Et puis, c'est des contacts avec des animaux infectés, que ce soit des animaux de brousse, donc les chauves-souris, on l'a dit, et les primates. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Alors ça, c'est une maladie qui a une localisation qui est beaucoup plus vaste que les filovirus et qui est transmise par des tiques Paloma et qui sont présents pas mal ça peut être au Proche-Orient. Il y a eu des diagnostiqués en Espagne, quelques cas. Voilà, la notion de contact morsure de tique. Des pathologies qui peuvent être transmises suite au contact avec des animaux infectés, donc activité d'abattage d'animaux, ça c'est très particulier. Et puis le Lassa, c'est l'Afrique de l'Ouest, et c'est lié à l'exposition à des scélérats. C'est des petits rongeurs qui donnent ce truc avec leur déjection, et c'est généralement conditions rurales, conditions précaires. Voilà. Ce qui doit vous amener à vous dire à vous méfier. Bien sûr, quand le patient vous dit je reviens, je suis soignant, j'ai pris en charge des patients, j'ai été exposé, j'ai été exposé à une personne en Afrique qui avait un DUCIC 2. Ça, c'est sûr, bien sûr, la suspicion, elle est majeure. En tout cas, si vous avez le moindre doute par rapport à un voyage très particulier dans les activités ou dans la localisation, si vous avez un doute par rapport à la gravité du tableau, un truc qui vient de la connaissance clinique du cas, eh ben, c'est l'appel au tropicaliste de suite qui dira si oui ou non il y a lieu de faire quelque chose. Ensuite, j'ai parlé du MERS. Alors là, c'est particulier. C'est si j'ai une pneumopathie dans les 14 jours qui suivent un retour de voyage au Moyen-Orient, principalement la péninsule arabique. Il faut y penser. Donc c'est prélèvement, c'est isolement air renforcé. Et voilà. Et puis après, pour ce qui est des influenza aviaires, c'est des choses beaucoup plus rares, mais il faut vraiment que ce soit ont été au contact de plein de canards et d'oiseaux dans les marchés, etc. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus rare. La démarche diagnostique, alors j'avais dit dans les trucs à penser, c'est est-ce que le patient il est grave d'emblée? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter sur une infection hyper grave, fièvre hémorragique, machin? Et puis est-ce que le patient il est fragile? Est-ce qu'il est immunodéprimé? Immunodéprimé, il faudra quand même faire attention, quoi. Même si, de toute façon, vous le savez, un patient fébrile, s'il est greffé rénal ou s'il n'a rien, aucun antécédent, vous allez de toute façon, quelle que soit son histoire, faire plus attention. Les vaccinations, bien sûr, est-ce qu'il est vacciné contre la fièvre jaune? Est-ce qu'il est vacciné contre l'hépatite A, par exemple, des trucs assez simples, la rougeole, etc. La prophylaxie du palu, bien sûr, il faut demander. Puis, où est-ce qu'il est allé? On en a parlé, l'histoire de fièvre hémorragique, de MERS corona, les endroits où il y a du palu ou pas, les endroits où il y a de la fièvre jaune.
qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il s'est exposé, qu'est-ce qu'il a fait. Donc on a parlé de l'eau douce avec la lepto, les contacts sexuels à risque pour donc toutes les IST, on a parlé vous avez entendu parler du Mpox, la variole du singe, avec les contaminations sexuelles. Est-ce qu'il y avait des malades dans l'entourage? Ça c'est quand même hyper important. Mon cousin il avait ci, il avait ça, les groupes où tout le monde a chopé la dingue, etc. L'alimentation c'est compliqué, parce que même si vous avez dit que vous avez été irréprochable, mais vous avez une chiasse fébrile, de toute façon on va faire les mêmes recherches, quoi. Les contacts avec les animaux, c'est quand même important. On en a parlé pour les histoires d'infections graves, voire les infections transmises par les tiques, par exemple. Piqûre d'insectes, c'est compliqué parce qu'on peut se faire piquer, pas piquer. Docteur, je comprends pas, je me suis pas fait du tout piquer. Vous avez quand même le palu, donc ça c'est assez fréquent. Donc, voilà. Et est-ce qu'ils prennent des médicaments? Est-ce qu'ils ont pris du paracétamol avant de venir vous voir? Et donc ils n'ont pas de fièvre, et qu'ils ont pris des antipaludiques parce qu'ils avaient peur d'avoir le palu, et que la tata elle avait des antipaludiques, elle lui dit prends ça, généralement ça marche. C'est important de le savoir parce que si vous avez votre frottis sanguin qui est négatif, euh, et que peut-être le patient, vous ne pouvez pas demander, il avait déjà pris un antipaludique avant de venir vous voir pour la prise de sang, ça joue. Et la chronologie est hyper importante, puisque bien sûr, quand un patient revient depuis plus de 15 jours je sais pas moi, de n'importe où, des Maldives, et qu'il a de la fièvre 15 jours après son retour, ça ne sera pas à la dingue, puisque ça fait plus de 14 jours qu'il est rentré. Donc date du séjour, le début des symptômes, et la fin aussi, ça peut être intéressant. Ça, c'est un petit peu une précision que vous pourrez voir sur ces histoires d'exposition et d'orientation diagnostique. Je le dis pour les médicaments, le fièvre masqué par le Doliprane, le palu décapité par le traitement. Bon, les produits, enfin l'alimentation un petit peu douteuse qui peut donner des infections entériques, que ce soit des hépatites, que ce soit des infections digestives, que ce soit des infections parasitaires. L'eau douce, lepto, schisto, bon, les infections cutanées également. Tout ce qui peut donner là, on parlait des IST et puis des infections qui se transmettent par voie parentérale, VHB, VHC, VIH. Voilà, bon, les moustiques, on a vu la problématique, la question est-ce que vous êtes piqué par des moustiques? Et puis voilà, l'éthique c'est un petit peu plus particulier parce que souvent les patients ils le relèvent un petit peu plus. Et l'éthique, on avait les trucs un peu particuliers, il y a la rickettsiose, fièvre Q, alors fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est quand même beaucoup plus rare. Le Lyme, éventuellement, mon retour de voyage, c'est pas vraiment le truc le plus important. L'encéphalitatique, c'est important de l'évoquer si vous avez un patient qui prend un tableau méningé ou encéphalytique. Au retour de voyage, c'est Europe centrale, Europe de l'Est, Scandinavie. Mais c'est quelque chose qu'on recherchera. Alors, le diagnostic, le diagnostic de TBE, il n'est pas fait à Bordeaux, il est fait au centre de référence. Donc, et il n'y a pas de traitement. Donc, aux urgences, ne pas l'avoir évoqué, c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, il faut avoir fait. Il faudra, pour nous en tout cas, y penser. Voilà. Et le MERS, c'est les camélidés, chameaux dromadaires, c'est les réservoirs de la pathologie. Et puis le lait de chamelle, voilà, tous les produits issus des camélidés. Si vous avez des patients, on reçoit des patients qui reviennent d'Arabie Saoudite, ils ont fait du chameau, ils ont fait du machin. Voilà. C'est des questions qu'on peut poser quand ils sont allés dans ces endroits-là. Ça, c'est les histoires d'incubation, et pour vous la faire plus simple, un petit tableau comme ça. Alors, c'est vraiment pas exhaustif, mais on peut se dire il faut y penser même si on est à distance du voyage. Abcès amibien aussi, l'incubation, ça peut être très très long. L'hépatite B, c'est plusieurs semaines, c'est un petit peu long. Les leishmanioses viscérales, bon, c'est des tableaux, altération de l'état général, une fièvre, des adénopathies, des cytopénies, c'est un diagnostic. Généralement, c'est pas aux urgences qu'il est déterminant de faire le diagnostic, mais c'est des trucs dont l'incubation est longue. La tuberculose aussi, il ne faut pas qu'il soit seulement rentré, même un mois, 2 mois, 3 mois après. Même des patients, je sais pas, guinéens qui sont en France depuis 5 ans, ça peut être ça aussi. La bilharziose aiguë, je vous ai dit, c'est 3 à 8 semaines, voilà. Et trypanose humaine africaine, c'est plus rare, mais l'incubation peut être longue. Et les trucs courts, les arbos, c'est 14 jours et plutôt même 7 jours. Plutôt même 7 jours. Mais bon, il ne faut pas l'exclure quand on est dans les 14 jours entre le début des symptômes et le retour de voyage. Les infections digestives, généralement l'incubation est courte quand même. Un patient qui a une shigellose, qu'il a chopé, je sais pas où, au Maroc par exemple, il va la déclarer pendant le voyage ou très rapidement après le retour du voyage. Voilà, pareil pour les infections respiratoires virales.
Ça, c'est un petit peu pareil, c'est la façon de réfléchir selon les signes associés à la fièvre. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les arbos, en dehors du syndrome pseudo-grippal, il y a souvent des anomalies hématologiques. La dengue, c'est vraiment le truc que vous verrez le plus souvent et qui donne beaucoup de thrombopénie, de la neutropénie. Thrombopénie, c'est vraiment les trucs hyper fréquents. Alors ça peut être un peu en décalé s'ils viennent très vite. Parfois, on n'a pas encore les cytopénies, puis ça va se creuser après. Et puis la dengue, ça peut donner des hépatites aiguës, parfois avec des cytolyses très importantes. C'est important, on a parlé des cytopénies avec le palu. Avec la lepto, on a des thrombopénies. Voilà, l'hyperéosinophilie de la bilharziose. Il y a tout un tas de petits signes comme ça qui peuvent permettre de nous orienter. Signe hémorragique, le Rickettsies, ça donne un purpura pétéchial un petit peu partout. La dengue aussi, ça la donne par la thrombopénie. Le palu aussi, éventuellement par la thrombopénie. La lepto aussi par la thrombopénie. Méningo, ça, vous le savez, le purpura fulminans. Le cutané, les arbos, ça donne souvent une éruption. Ça donne souvent une éruption. Éruption fébrile, au retour de voyage. Les arbos, ça fait partie des diagnostics. Primo-infection VIH, ça ne faut bien sûr pas passer à côté, c'est l'importance de l'interrogatoire. Pas hésiter quand même si le patient évoque pas d'exposition particulière, faut quand même demander est-ce qu'on peut faire une sérologie. La sérologie souvent chope la primo, même si c'est vraiment très tôt. Bon, c'est la charge virale, mais la sérologie qu'on fait habituellement chope souvent la primo. La rougeole, c'est important de poser la question de la vaccination chez les patients. Puis les signes digestifs, hein, il n'y a rien de très spécifique. Pour le respi, ce qu'il faut savoir un petit peu spécifique, par exemple la fièvre Q, la fièvre Q aiguë, le tableau, c'est souvent hépatopneumonie, quoi. Enfin, ça peut donner une pneumopathie, une hépatite aiguë, la fièvre Q aiguë, puis des fièvres Q chroniques, on peut avoir des atteintes un petit peu partout, articulaires, digestives, cérébrales, endocardite, etc. Et la fièvre Q, ça peut être une fièvre du retour de voyage et ça donne de la pneumopathie, de l'hépatite. La lepto peut y avoir une atteinte respiratoire. Le paludisme aussi peut y avoir des signes respiratoires. Le palud, de toute façon, ça peut tout donner. Ça peut donner une chiasse. Vous allez avoir beaucoup de patients qui ont un retard de diagnostic parce qu'ils disaient je pensais que j'avais une gastro, mais en fait c'était le paludisme parce que ça donne souvent des signes digestifs. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai dit. Dans votre bilan, bon, bah, la NFS est hyper importante. On a vu toutes les pathologies qui peuvent s'accompagner d'anomalies hématologiques. Les hémocultures, on a vu que c'était hyper important, que ce soit le staph, les entérobactéries, tout ce qu'on veut. Bilan hépatique, bilan rénal, que ce soit pour le bilan de la gravité d'un palu ou des signes d'une hépatite aiguë virale. Euh, voilà. L'inflammation, bah, je pense que ça peut être important parce que ça peut parfois vous permettre de vous orienter vers soit la poursuite d'examens complémentaires pour aller plus loin ou pas. Vous allez quand même réagir différemment si le patient il a 39 de fièvre et 2 de CRP ou 39 de fièvre et 300 de CRP. C'est un petit peu bête à dire, mais c'est vrai que plus on a des CRP extrêmes, plus on va se dire qu'il y a une infection bactérienne invasive. La PCT, je l'ai mis, elle n'est pas obligatoire, je ne peux pas faire des PCT à tout le monde, mais parfois on a la facilité de le faire, est-ce que c'est à tort ou pas, mais quand on ne sent pas les patients, on n'a rien de franc, mais on sent qu'ils ne sont pas bien, éventuellement une PCT peut permettre de dichotomiser le patient qu'on va faire rentrer chez lui, ou le patient qu'on va peut-être garder un peu pour le surveiller. Ça peut être fait, donc ça peut se rajouter éventuellement. En première ligne, ça peut se rajouter. La ferritine, elle peut éventuellement être intéressante quand on discute d'une arbovirose. Alors, il y a eu la problématique quand on est l'été dernier, il y a eu plusieurs cas de maladies à virus West Nile autochtones chez des patients qui ne sont pas sortis de la métropole bordelaise. C'est une arbovirose transmise par un moustique commun qui donne un syndrome pseudo-grippal. Et le diagnostic, quand le patient il vient aux urgences, et là pour le coup il n'a pas voyagé, à qui on va pas rechercher des arboviroses à tout le monde, enfin, peut-être qu'on le fera dans le futur, mais et en fait c'est des pathologies qui ont tendance à donner hyperferritinémie. Alors ça peut être si on a un patient comme ça qui est fébrile avec un syndrome pseudo-grippal plutôt l'été, printemps-été, les zones les moments où il y a des moustiques, dans notre bilan rajouter une ferritine. Ça peut peut-être éventuellement permettre d'essayer d'aller plus loin pour un diagnostic virologique. Bien sûr, les prélèvements ECBU aspécifiques chez un patient qui a une fièvre sans point d'appel, frottis, test antigénique rapide PCR. De toute façon, dans le protocole pour le palu, les tubes qui sont envoyés
par l'infirmière vont permettre de faire ces tests au labo. La PCR, elle ne va pas être faite dans l'immédiat. Vous allez avoir le frottis et vous allez avoir le test antigénique qui va vous permettre, le test antigénique, d'augmenter la sensibilité du diagnostic. La PCR l'augmente encore plus, mais ça met plusieurs jours pour venir, donc ça peut aider parfois dans certains cas qui ne sont pas clairs. Voilà, test antigénique, frottis sanguin. Si vous avez un patient qui a pris des antipaludiques avant de venir, il peut avoir un frottis négatif et ça va être révélé par le TDR. TDR qui va rester positif quelques temps après le traitement, longtemps après le traitement. C'est-à-dire que si un patient il a eu un schéma complet de traitement, et que le palu, qu'on est bon par rapport au palu, mais qui vient pour une raison ou une autre, vous lui refaites un test antigénique qui va être toujours positif, ça ne veut pas dire qu'il faut le retraiter, ça reste positif un certain temps. On a parlé des tests Covid. Pour les diagnostics des arbovirus, donc on parle principalement de Chik, Dengue, Zika, les patients sont virémiques pendant pas très longtemps. C'est pour ça que on fait des PCR quand on les chope moins de 7 jours après le début des symptômes. Quand on est plus de 7 jours après, c'est uniquement sérologie. Entre 5 et 7, c'est une sorte de zone grise comme ça, et on peut faire les deux, parce que les deux peuvent parler. Qu'est-ce qui peut permettre de choper le virus directement par PCR? L'utilisation de la virurie qui peut être prolongée dans certains cas, principalement le Zika, le West Nile, et ça peut arriver jusqu'à 21 jours. Donc parfois, c'est souvent après la discussion avec le tropicaliste, on peut faire ces prélèvements urinaires à la recherche de matériel génétique. Un petit point sur le palu, puisque c'est vraiment le truc le plus sévère et qu'il faut traiter vite. Le palu non compliqué, bon, c'est des symptômes assez divers et spécifiques. La thrombopénie, c'est un indice précieux, donc il faut vraiment, si vous avez une thrombopénie, ça doit éveiller votre suspicion, surtout si le patient, vous ne savez pas ce qu'il a et qu'on ne l'a pas interrogé sur les voyages. Parfois, les patients vont cacher leur voyage, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Il faut bien les interroger sur leur voyage, en tout cas quand ils viennent avec de la fièvre, ça c'est certain. Et dès que vous avez une suspicion, vous émettez la suspicion, il faut faire le bilan biologique sans délai. Autant le faire trop par excès que trop peu. Si vous avez envie de nous appeler pour nous dire s'il y a du palu là, il n'y a pas de palu, vous pouvez, mais après, voilà, je pense que c'est pas. On va pas vous taper, personne ne va vous taper dessus parce que vous avez demandé un palu alors que le patient revient d'une zone qui est pas. Si le gars revient d'un voyage assez classique en Thaïlande, etc., c'est pas grave, quoi. C'est très peu probable, mais c'est pas grave. Palus graves, les palus graves, il y a des signes d'alerte, hein, les patients qui sont prostrés, les patients qui ont une respiration d'acidose profonde et rapide, diminution de la vigilance. Bon, ça, c'est c'est les éléments du palu grave, hein, tous les troubles de conscience, défaillance respi, défaillance hémodynamique, hémorragie, bili supérieure à 50, hémoglobine très basse, insuffisance rénale aiguë, hypoglycémie, hyperparasitémie, acidose lactique. Donc ça, c'est le palu grave. Sachant que les palus graves avec juste une valeur augmentée, ils sont moins à risque d'être vraiment, vraiment graves, mais il faut quand même les traiter rapidement. Oui? Allô? Ouais. Ouais. Dans 20 minutes. Ouais. Merci. Les tests diagnostiques, on l'a dit, c'est frottis, TDR et biomol. Frottis moins sensible que les TDR, que la biomol. Le palu grave, c'est Réa, c'est artésunate IV. On traite les défaillances associées. Souvent, quand les patients ont une défaillance hémodynamique associée, on va leur mettre une C3G en probabiliste, en se disant qu'il y a peut-être un sepsis associé. On attend dans les hémocultures. Les hémocultures sont négatives, on arrête notre C3G. S'ils n'ont pas de défense hémodynamique, même s'ils ont 300 de CRP, parce que le palu ça donne 300 de CRP, il n'y a pas lieu de mettre des antibiotiques en plus des antiparasitaires. Et une fois que le patient est plus grave, on arrête le traitement IV et on donne un traitement oral, un schéma de traitement simple. Mais ça sera pas vraiment l'enjeu pour vous. Un accès simple, c'est une urgence, mais ça peut être traité en ambulatoire ou en hospitalisation. Pour qu'il soit traité en ambulatoire, il faut être sûr du diagnostic. Faut pas que le patient soit à risque de ne pas prendre le traitement. On évite s'ils sont immunodéprimés, bien sûr les femmes enceintes, s'ils ont des facteurs de risque, s'ils sont très isolés sur le plan social. Et qu'ils ne pourront pas appeler à l'aide si jamais il y a un souci. Si vous pensez qu'ils n'arriveront pas à avoir à disposition antipaludique, alors des fois on discutera ensemble de peut-être lui donner le schéma complet de traitement avant de partir des urges.
En tout cas, ce qu'on fait quand vous nous appelez pour un palu simple, parce qu'on va vous demander systématiquement, parce que notre suivi, c'est nous qui allons l'assurer, on va vous demander systématiquement de nous appeler pour le palu. C'est s'ils n'ont aucun signe nécessitant l'hospitalisation, c'est de donner la première prise aux urgences, d'attendre 1 heure à fois qu'il n'ait pas vomi, et si leur état de santé le permet, de rentrer aux urgences pour prendre le 2e jour et le 3e jour chez eux. Et nous, on les voit en consultation après. Des plaquettes pas trop basses, 50 000. Pas d'anémie sévère, pas d'insuffisance rénale. Alors on est en dessous des critères de gravité, mais voilà, s'ils commençaient déjà à péter leur créate, c'est-à-dire que peut-être il faut quand même les garder, les surveiller. Et les parasitémies trop élevées, on a tendance à les garder un peu, mais ça c'est pas systématique non plus. Si c'est un patient semi-humain qui a été beaucoup exposé, il peut supporter des parasitémies élevées, faut pas forcément le garder, c'est une discussion avec le tropicaliste. Le traitement de choix, en première intention, c'est Riamet, artéméter, luméfantrine ou Eurartésime, arténimol, pipérakine. Le traitement qu'on a ici à la pharmacie, c'est celui-là, Eurartésime. Pourquoi? Parce que c'est une prise par jour, c'est beaucoup plus simple que l'autre où il y a plus de prises. Et c'est actif sur toutes les espèces. Après, on verra sur les vivax, les ovalés, ceux qui donnent des reviviscences. Il faut faire des traitements d'éradication en 2e ligne. Et ça, c'est avec le tropicaliste qui fera ça, qu'on fera ça dans les semaines qui suivent. La Malarone, c'est aussi un traitement qui marche, mais ça marche moins vite, moins bien. C'est en 2e ligne quand on ne peut pas mettre la première ligne. Premier trimestre de grossesse, par exemple, des choses comme ça. Et la quinine, c'est vraiment au bout du bout parce que c'est mal toléré. Contre-indication au traitement de première ligne, Riamet ou Eurartésime, trouble du rythme de la conduction cardiaque, grossesse au premier trimestre et allaitement, Malarone chez les insuffisants rénales modérés à sévères. S'ils vomissent moins d'une demi-heure après la prise du traitement, il faut redonner tout le traitement. Entre une demi-heure et 1 heure, la moitié du traitement. S'ils vomissent plus d'1 heure après, c'est bon. Eurartésime à jeun 3 heures avant, 3 heures après. Donc c'est celui-là que vous prescrirez. Donc on vous dira est-ce que le patient a jeun 3 heures avant, 3 heures après. Généralement, les gens, ils ont le bide complètement brassé, ils n'ont pas mangé quand ils viennent vous voir. Donc ça passe pour la première prise. Parfois, vous pouvez l'associer à un traitement antiémétique si vous sentez que le patient est un petit peu fragile et a des nausées. Et le Riamet, c'est avec un corps gras, yaourt, choses comme ça. J3, J7, J28, le frottis de surveillance, on fait des NFS le plus souvent ensuite, également. Donc en pratique, on vous demande de nous contacter pour les fièvres du retour. S'il y a un diagnostic précis, il y a peut-être un suivi, besoin d'un suivi, pas pour une dame, un palu. Donc vous nous appelez, vous avez ce patient-là, vous avez fait le diagnostic de palu, de dingue ou autre. Vous nous appelez parce que souvent on aura besoin d'être vu dans les suites. Si vous avez besoin d'un conseil, vous nous appelez et c'est vraiment c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y a pas de souci. Donc généralement, on vous proposera de le voir en consultation et on s'arrange chacun à chacun son style. Moi, je vous demande de m'envoyer un mail avec l'identité, puis on appelle le patient, etc. Enfin, vous voyez ça avec la personne que vous avez au téléphone. Et le patient qui sort, en tout cas, même s'il n'y a pas eu de discussion avec le tampilliste pour quelque raison que ce soit, ça peut être, bon, bah, il avait une chiasse, il est venu avec son résultat de copro, ou, on a fait le diagnostic parce qu'il est resté quelques temps, il était un peu l'UHCD, on a des diagnostics de Shigel, de Campilo, machin, je vais donner des antibiotiques, s'il n'y avait pas de doute pour moi, il faut donner les coordonnées de notre secrétariat pour qu'il puisse appeler s'il y a quelque chose ne va pas. Il ne va pas revenir aux urgences, il ne va pas vous rappeler, parce que vous ne serez pas là pour le prendre en charge s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous leur donnez nos coordonnées pour qu'ils puissent nous revoir ensuite si besoin. Donc ça, la communication avec nous, c'est très très important. N'hésitez jamais à nous appeler si vous avez besoin. Et en tout cas, il y a souvent des raisons de les revoir une fois en consulte. Donc contactez-nous. Alors rapidement sur la drépano, parce que je vous ai déjà pris trop de temps, mais après c'est un petit peu court. Maladie génétique la plus fréquente dans le monde. Il y en a probablement plus de 30 000 en France, des patients qui ont la drépano, surtout en Afrique subsaharienne, mais avec l'esclavage dans les siècles précédents, les mouvements de population, c'est une pathologie qui est présente un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est la drépano? C'est une maladie de l'hémoglobine. C'est une maladie autosomique récessive, c'est-à-dire qu'elle touche les gènes qui codent de la bêta-globine. Notre hémoglobine normale, c'est 2 globines alpha, 2 globines bêta. C'est la globine bêta qui est malade dans la drépano.
il faut une mutation génétique sur les 2 allèles qui codent la bêta-globine pour avoir une maladie. Ça peut être 2 fois la mutation classique, une mutation ponctuelle qui remplace un acide aminé pour un autre. Ça fait on va l'appeler la mutation S. Ça donne une bêta S drépano SS, le drépano classique. Et puis il peut y avoir d'autres mutations. Il faut toujours qu'il y ait une mutation S. Et puis l'autre mutation, ça peut être une mutation bêta-thalassémie, c'est une mutation perte de fonction de l'allèle, perte de fonction partielle, on appelle ça bêta plus, ou complète, bêta 0. Si on a quelqu'un qui a d'un côté une mutation S et de l'autre côté une perte de fonction complète de l'autre allèle, bah, il va produire que du S, et donc c'est exactement pareil que le drépano SS en termes de phénotype. Et une autre drépano qui s'appelle l'SC, c'est-à-dire que sur une allèle, il y aura la mutation S, et sur l'autre allèle, il y a une autre mutation, un autre remplaçant d'acide aminé, et ça donne une autre forme de drépano un peu moins sévère. Donc c'est une maladie de l'hémoglobine, de la bêta-globine. Et quelle est la conséquence de ces mutations? C'est qu'en fait, ces globules rouges qui sont ronds, tout mous, tout flexibles, ils vont devenir tout raides, tout déformés en croissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la modification des acides aminés sur la bêta-globine va aboutir à la polymérisation des molécules d'hémoglobine entre elles. Donc ça fait des échafaudages d'hémoglobine qui rendent ces drépano, qui fabriquent des drépanocytes, ça s'appelle la falciformation, et c'est un processus qui est réversible et qui est principalement orienté par la désoxygénation des globules. Un globule désoxygéné, ça va polymériser l'hémoglobine. Quand on le réoxygène, eh ben, ça va la dépolymériser. Processus réversible. Biologiquement, ça donne quoi? Alors ça, c'était un patient de 15 ans qui est descendu de l'avion pour aller rejoindre son papa, un rapprochement familial, et qui présentait, nous on l'a vu aussi, pour une ostéite chronique tibiale fistulisée. Les infections ostéo-articulaires, les ostéomyélites chroniques, c'est un truc un peu, ou aigu, c'est un truc un peu classique du drépano dans le contexte d'immunodépression. Il arrive, il n'avait pas eu de diagnostic de drépano, il avait des douleurs, des accès de douleur, on ne lui avait jamais fait de diagnostic. Il arrive avec une hémoglobine à 8 g 4, c'est un peu une hémoglobine assez classique pour un drépano SS. Alors il est là il était légèrement microcytaire, il doit avoir peut-être une petite carence en fer où il était inflammatoire. Bon, généralement, un drépano SS, il est normocytaire. La microcytose, c'est souvent associé à une drépano S bêta, la bêta-thal. Vous avez déjà vu des gens avec des traits bêta-thalassémiques, ils ont une microcytose assez marquée. Plaquette normale, c'est une anémie hémolytique, LDH élevé, apto-effondré, régénérative. Donc ça, c'est du chronique. Hein. Les patients chroniques, souvent, ils ont l'apto effondré parce qu'ils démolissent tout le temps. Une LDH élevée et ils régénèrent. Et le diagnostic se fait avec l'électrophorèse de l'hémoglobine, l'étude de l'hémoglobine qui montre qu'il ne fabrique pas d'hémoglobine A, il fabrique de la A2. La A2, c'est 2 globines alpha et 2 globines delta, donc il n'y a pas de bêta. Lui, il surexprime l'hémoglobine fétale, et ça arrive souvent chez les drépanocytes, c'est un facteur protecteur, et ils ont plus de 50% d'hémoglobine S, donc ça c'est un patient qui est drépanocytaire, ce qu'on appelle un syndrome drépanocytaire majeur. Donc l'électrophorèse fait le diagnostic. Un SS n'a pas de A, un SC n'a pas de A, un S bêta 0 n'a pas d'hémoglobine A parce que l'allèle bêta-tal ne marche pas du tout. Le S bêta plus, il a de la A, mais il a une minorité de A, une majorité de S. Pourquoi? Parce que son allèle bêta-tal, il marche un petit peu et donc ça fabrique de la bêta-globine normale, mais pas beaucoup. Ça, c'est important de faire la différence entre un gars qui est pas malade parce qu'il est hétérozygote AS, le trait drépanocytaire, il a plus de A que de S. Et le patient S-bêta+, qui a un vrai syndrome drépanocytaire majeur et qui peut avoir des symptômes liés à sa maladie, aura plus de S que de A. Toujours faire attention, quand on a une électrophorèse d'hémoglobine sous la main, est-ce que le patient a été transfusé avant? On est transfusé avec du sang normal, entre guillemets, avec de l'hémoglobine A. Donc si on fait une étude de l'hémoglobine après la transfusion, on retrouvera de l'hémoglobine A issue des culots transfusés. Un patient drépano, il est normocytaire, sauf s'il a un allèle bêta-thalassémique. Hémoglobine entre 6 et 10 pour la SS. Ceux qui sont un peu particuliers, c'est les SC qui ont une hémoglobine autour de 11-12. Vous allez voir pour leurs complications aiguës. Ils font des complications aiguës et des chroniques. Ils font des insuffisances chroniques d'organes liées à la vaso-occlusion qui survient dans les petits vaisseaux des organes qui vont petit à petit les détériorer. Mais en aiguë, ils vont faire des crises vaso-occlusives, des crises douloureuses au niveau du squelette. Il y a de la vaso-occlusion dans la circulation osseuse. Ils vont faire des syndromes thoraciques aigus, c'est-à-dire des atteintes pulmonaires liées à diverses choses, de la vaso-occlusion dans les vaisseaux pulmonaires, des emboles graisseux issus de nécrose au niveau osseux à cause des crises vaso-occlusives, de l'atélectasie
à cause de l'alitement ou d'une hypoventilation liée à des douleurs du grille costal, du rachis. Chez les jeunes garçons, des accès de priapisme qui peuvent amener à consulter aux urgences et pour lequel il y a une notion d'urgence thérapeutique, parce que plus le priapisme va durer longtemps, plus il y aura un risque de fibrose des corps caverneux et d'impuissance ensuite. Et puis chez l'enfant, la séquestration splénique. Pourquoi chez l'enfant? Parce que l'enfant, quand il naît avec sa drépano, il n'a pas encore fait de crise, il a une rate qui est normale. Et puis petit à petit, si au fur et à mesure de crise, il va abîmer son parenchyme splénique, ça va aboutir à l'atrophie splénique. Mais avant ça, l'enfant a une rate et donc il peut séquestrer des globules rouges dans la rate de façon aiguë. Et ça donne des anémies très sévères avec des augmentations du volume de la rate. Des choses que vous verrez peut-être si vous allez aux urgences pédiatriques et il faut réagir rapidement avec des transfusions. Et ils font des infections parce qu'ils ont une asplénie fonctionnelle. Complications chroniques d'organes, on a tout ce que on peut tout imaginer. Les crises vasoclusives, vous les verrez pour ça, douleurs essentiellement osseuses, plus rarement articulaires, parfois intenses, comparables à des fractures. Vous allez les voir ces patients. Vous allez les voir, ils viennent aux urgences parce qu'ils ont mal, ils ont très mal, ils ont pris leur palier 1, ils ont pris leur palier 2 chez eux, ils ont des douleurs qui sont insoutenables, ils vont aux urgences. Donc ce qu'il faut faire quand vous les voyez, c'est redonner de la morphine. Avant, je faisais des trucs compliqués. Maintenant, j'essaie de faire plus simple. Vous voyez un drépano, il faut leur donner aux urgences pour sa crise, il faut leur donner de la morphine. Donc je dis ça parce que quand les gars viennent parce qu'ils n'en peuvent plus après avoir essayé leur paracétamol, leur Acupan, leur machin, qu'ils arrivent aux urgences et on leur dit bah attends, je vais te faire une perfusion de kétoprophène et d'Acupan et de tramadol, etc. Bon bah ils ont toujours mal et puis voilà. Puis après on leur fait une titration morphinique, etc. Bon, la problématique de la morphine, c'est que ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Le patient qui est assis avant d'être admis par l'IAO, etc. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de gens. Ben, on ne va pas lui filer de la morphine comme ça et sans le surveiller. Mais en tout cas, il faut au mieux les prendre très très rapidement en charge et faire du palier 3 très très vite. Après, les protocoles vont être faits, je pense, prochainement j'ai été contacté par le docteur Dubourg et Galinski pour essayer de simplifier les choses et de dire que le patient il arrive, il a pris ses paliers 1, palier 2, il a très très mal, il faut commencer une antalgie IV avec des paliers 3, avec une titration morphinique qui va être suivie de la mise en place d'une PCA de morphine qui permettra au patient de s'entretenir son antalgie avec des bolus. Une CVO peut être gérée à domicile si les paliers 1 et 2 fonctionnent, s'il n'y a pas de fièvre, on leur dit si vous avez votre crise, il faut venir, hein, ça peut être un syndrome thoracique aigu, ça peut être une infection grave. Bien sûr, s'il n'y a pas de signe de gravité, l'anémie bien tolérée, et les femmes enceintes généralement qui sont en crise, on les surveille en hospitalisation. Recherche de facteurs favorisant des crises. On recherche une infection. Quand vous voyez les patients, ça peut être un facteur déclenchant, le plus souvent infection respiratoire. Ça peut être Covid, ça peut être une grippe, ça peut être une primo-infection à parvovirus B19, ça peut être un EBV, c'est des patients jeunes. Donc, on recherche une atteinte pulmonaire. Un syndrome thoracique aigu, c'est une atteinte pulmonaire. Donc c'est clinique, il y a des symptômes respiratoires, il y a des signes respiratoires à l'auscultation, et sur la radio, il y a des opacités. Quand ils ont ces signes cliniques, radiologiques et de la fièvre, vous ne pouvez pas faire sémiologiquement la distinction entre une pneumopathie aiguë communautaire et un syndrome thoracique aigu. On ne fait pas la distinction. Un syndrome thoracique aigu fébrile, c'est une pneumopathie, on met des antibiotiques. Un syndrome thoracique aigu sans fièvre, c'est peut-être juste la drépano. Donc là, généralement, la question c'est ils ont une atteinte pulmonaire, est-ce que je ne mets pas des antibiotiques? En gros, s'ils n'ont pas de fièvre, on ne met pas d'antibiotiques. Il faut soulager rapidement les douleurs. Donc, facteur favorisant, le froid, ça favorise la falciformation. L'altitude, à cause de l'hypoxie, ça favorise la falciformation. On leur dit qu'il ne faut pas aller à plus de 1500 mètres d'altitude. Le stress. C'est des patients qui sont jeunes, ils ont des examens, ils ont des échéances universitaires, professionnelles, etc. Et en fait, nous, on voit au quotidien que les moments très très stressants de leur vie, c'est plutôt favorisant des crises. Les infections favorisent, la déshydratation favorise, parce que plus on est déshydraté, plus on va se concentrer en hémoglobine S, et plus le globule aura tendance à se falciformer. La prise d'alcool, également, les corticoïdes. Les corticoïdes, on voit très souvent des patients qui ont des rhinos, des trucs comme ça, il y a un médecin qui leur a prescrit augmente un solipred, la base, et ils font des crises après, à l'arrêt des corticoïdes. Ça provoque des crises vaso-occlusives, clairement. Le truc auquel il faut faire attention, les patients drépano qui sont transfusés, ils vont plus avoir tendance à faire des réactions immunohématologiques, d'incompatibilité, et ce qu'on appelle une allo-immunisation.
la production d'anticorps dirigés contre les globules rouges transfusés, et des formes d'alloménisation qui sont très particulières. Pas l'incompatibilité aiguë ABO résus, qui arrive très très vite, où le patient il va hémolyser, il va avoir des douleurs atroces, une défaillance respi hémodynamique. Non, et il va faire un truc un peu bizarre qui s'appelle l'hémolyse retardée. C'est-à-dire, dans les 7 à 21 jours suivant le truc, il va hémolyser ses culots par la production d'allomanticorps. Et ça se présente sous la forme d'une crise vaso-occlusive, de douleur. Le gars, il va arriver chez vous, il a des fortes douleurs partout, il est plus anémié que d'habitude. Vous l'interrogez et il vous dit j'ai été transfusé il y a 10 jours. Donc c'est un élément majeur qui peut faire évoquer une hémolyse post-transfusionnelle, c'est-à-dire une réaction à la transfusion. Et pourquoi c'est important de le savoir? C'est parce que si le gars il a 5 grammes d'hémoglobine, il va très mal et qu'on se dit j'aimerais bien le transfuser, mais qu'il a peut-être une hémolyse post-transfusionnelle, il ne faut pas le transfuser, c'est contre-indiqué. Parce que ça veut dire qu'il va aggraver sa réaction immunologique. Donc c'est important, chaque patient qui arrive en crise, on leur demande est-ce que vous avez été transfusé dans les 3 dernières semaines. Tout simplement. À l'examen clinique, où est-ce qu'ils ont mal, l'intensité de la douleur, bien sûr les constantes, et la température. Est-ce qu'il y a une anomalie auscultatoire pulmonaire? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du bide? Pourquoi le bide? Parce que en fait, le patient qui a mal partout, des douleurs atroces, vous lui mettez de la morphine, il ne faut pas lui faire des radios des articulations, il ne faut pas lui faire des radios des os, il y a une crise vaso-occlusive, c'est clinique. Par contre, quand est-ce que vous devez dépasser la clinique ou dire c'est peut-être pas juste une CVO? J'ai mal au ventre, ça c'est pas classique. Ils font des lithiases vésiculaires à cause de l'hémolyse chronique, ils font des cristaux de bilirubine, ils peuvent faire des cholécystites, des coliques hépatiques, etc., des angiocolites. Et puis j'ai mal à la tête. Et mal à la tête, ça peut être une crise vaso-occlusive au niveau de la boîte crânienne, parce que c'est de l'os, là où il y a de l'os, il peut y avoir la crise vaso-occlusive. Mais c'est des patients qui sont aussi à risque de faire des anévrismes, ils peuvent faire des hémorragies intracérébrales, des choses comme ça. Donc j'ai hyper mal à la tête. C'est pas juste une CVO. On se dit, on fait un scan. Il faut faire une image. Voilà. Et pour le bide, s'ils ont un abdomen aigu, il faut vraiment faire attention et faire une image. Auscultation pulmonaire. Si vous avez un foyer d'auscultation pulmonaire, le patient a des signes respiratoires, c'est pas forcément nécessaire de faire une radio. La radio, c'est parfois déplacer le patient, c'est plus compliqué quand il a très mal, les radios au lit, elles sont un peu pourries, vous avez une auscultation qui est clairement anormale, voilà. Il y a un syndrome thoracique aigu, et puis c'est comme ça. Donc, sur le plan des examens complémentaires, je fais ma NF, souvent quand ils sont en crise, ils baissent leur taux d'hémoglobine, il faut voir si c'est le cas, ou alors s'ils sont déshydratés, ils sont trop en hémoglobine, et quand ils sont visqueux, ça fait de la crise, et il faut parfois les saigner, en tout cas il faut les hydrater. Diurétique pour savoir s'ils régénèrent. Si j'ai 5 grammes d'hémoglobine, mais qu'en plus je régénère pas assez, ça veut dire que je suis à risque, si je suis en train d'hémolyser intensément, à être encore plus bas ensuite. Donc c'est peut-être une discussion à la transfusion si les rétiques sont bas. Et aussi les rétiques bas, ça veut dire est-ce que je suis carencé, est-ce que je prends trop d'hydroxyurée, c'est leur traitement de fond quand ils font des crises. L'hydroxyurée, c'est un cytoréducteur. Si j'en donne trop, les patients sont cytopéniques, ça peut être anémie, thrombopénie, pancytopénie. Si je suis carencé en B9, si j'ai une primo à parvo B19, la primo à parvo B19, chez le patient avec une hémoglobinopathie, ça peut donner une érythroblastopénie très sévère avec des anémies très profondes. Et c'est pas rare. C'est assez fréquent chez les adultes jeunes. On fait les marqueurs d'hémolyse, principalement LDH. Ça donne une idée de l'intensité de l'hémolyse parce qu'ils ont un LDH en l'apto, elle sera toujours effondrée. Les patients hémolysent tout le temps. L'apto, elle n'est pas très importante. Si j'ai des alates augmentées, des phosphatidylcholine augmentées, c'est pas de l'hémolyse. Les azates augmentés, la bile libre augmentée, c'est de l'hémolyse. Ça, c'est pas de l'hémolyse, c'est un problème de foie. Donc si le foie il est anormal, ça veut dire qu'il faut faire une imagerie. Est-ce qu'ils sont inflammatoires? Est-ce qu'il y a un argument pour une infection? Alors, signes, symptômes respiratoires. Donc, je vous ai dit, la radio, je me dédie un peu là par rapport à ce que je vous ai dit avant, mais retenez plutôt ce que je vous ai dit. Si vous, clairement, il y a des signes respiratoires, que le patient il n'est pas gravissime, si vous vous dites c'est un syndrome thoracique, la radio pulmonaire elle n'est pas indispensable. Si par contre il y a le moindre doute sur une gravité respiratoire, faut faire un gaz du sang. Si le patient vous hésitez, est-ce que la SAT est vraiment une bonne SAT? Il faut faire un gaz du sang pour voir la PO2. Si vous trouvez qu'il respire vite, vous vous demandez s'il est hypercapnique, il faut faire le gaz du sang sans hésiter. Les dédimères servent à rien, ils sont toujours élevés. Il ne faut pas faire de dédimères aux patients, ils sont toujours élevés. Parfois, il y a des angioscans qui sont faits sur des dédimères élevés, ils sont toujours élevés chez les drépanoes. Il ne faut pas les faire. Et les rails, vous les faites Ouais, les rails, oui, on les fait si jamais ils ont été transfusés, c'est important. Après, j'avais tendance
Alors, le problème des rails, c'est-à-dire que, imaginons qu'on veut les transfuser, on se dit, le patient lambda, on lui fait des rails, il a déjà un groupe. S'il est raillé, après, on peut faire notre commande de culot. Après, le problème, c'est que si on découvre par ce bilan qui a permis de faire les NF et les rails qu'il faut le transfuser, les rails, le tube de rail seul ne sera pas suffisant. Il faudra aussi un tube de compat, aussi parce que c'est des culots phénotypés compatibilisés. Mais je pense que le mettre en systématique, ça ne coûte rien. Il faut le faire. Il faut mettre les rails. On leur met toujours de l'oxygène. Parfois, c'est pas utile, mais en tout cas, il faut que leur SAT soit strictement supérieur à 95. Aux urgences, on n'a pas non plus le temps de surveiller tout le temps le malade, savoir si vraiment il est toujours au top de sa SAT. Donc, on met 2 litres d'oxygène à tous les patients, systématiquement, et puis on verra, on discute si on le poursuit ou pas. Pose de VVP, souvent on le fait sous méopa. Ça permet de commencer à soulager le patient, ça le déstresse. Il y a beaucoup d'angoisse et il faut être quasi systématique sur la Tarax. 25-50 mg en péros, en perf, mais il faut les détendre un peu. Titration morphinique, pour moi, c'est primordial, jusqu'à une évaluation de la douleur qui est satisfaisante. On les hydrate, il n'y a pas de truc particulier, vous pouvez mettre 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres. Il n'y a pas de recommandation spécifique, on les hydrate au sérum physiologique, voilà. Les antalgiques associés, voilà, c'est associé à la morphine, je pense qu'il ne faut pas les mettre seuls. Ou alors le patient n'est vraiment pas inquiétant, il n'a pas pris d'antalgique avant de venir aux urgences, etc. S'il a pris des antalgiques avant de venir aux urgences, si les douleurs sont intenses, il faut casser la douleur, il faut aller vite, il faut faire une titration morphinique. Alcaliniser, ça c'est. L'acidose favorise la falciformation, mais l'alcalinisation, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous mettiez des bicards. Si le patient est à l'UHCD, il reste un petit peu, on lui met une bouteille d'eau de Vichy, de Saint-Yor, des choses comme ça. On continue leur supplémentation en acide folique qu'ils ont d'habitude quand ils sont aux urgences, quand ils sont à l'UHCD, qui reste un petit peu. Anticoagulation préventive pour tous les patients qui sont hospitalisés pour crise parce qu'ils ne bougent pas beaucoup, parce qu'ils sont très mal. Et que ces patients sont un peu en sur-risque de thrombose veineuse. Soulager vite et maintenir l'effet antalgique, ça se fait par une titration morphinique efficace. Dose initiale 0,1 mg kg, 60 kg 6 mg, 80 kg 8 mg, première dose, puis 3 mg toutes les 5 minutes. Il n'y a pas de dose maximale à la titration morphinique. Il faut surveiller le score de sédation et la fréquence respi. Il n'y a pas de dose maximale, chaque personne est différente. S'il y a des signes de surdosage, on arrête bien sûr. Mais il n'y a pas de dose maximale, il faut soulager. Et les données rétrospectives des urgences montrent que très peu de patients sont vraiment soulagés et ça met du temps. Est-ce que c'est parce que de toute façon ils sont difficiles à soulager? Je pense quelque part que c'est ça, vous allez souvent être en échec relatif. Mais c'est aussi que parfois on n'ose pas. Donc pas de dose maximale, on surveille la sédation, la fréquence respi. Relais PCA systématique quand la douleur est soulagée. Pourquoi? Parce que on nous dit bah oui, il a eu 15 mg de morphine, c'est bon, il s'est un peu endormi. Et en fait, à un moment donné, il va se réveiller, il va être dans son box tout seul, il va avoir hyper mal, il va rappeler. Il faut qu'il puisse se refaire des bolus dès qu'il commence que la douleur revient pour entretenir cette antalgie. Sinon, ça va remonter. Quand on fait une PCA, ça, c'est ces paramètres-là. C'est ce qu'on fait de façon systématique pour tout le monde, sauf cas particulier. Après, ça peut évoluer avec le temps si le patient est soulagé ou pas. Pas de dose de fond. On pense que la dose de fond de morphine, ça favorise le fait de faire du surdosage, de s'endormir, d'hypoventiler, les risques de syndrome thoracique aigu ensuite. Pas de dose de fond, que des bolus. 2 mg. Donc là, on ne réfléchit pas comme l'antalgie classique. Le gars qui s'est pété la jambe, le post-opératoire, c'est différent. Titration, puis après PCA sans dose de fond, 2 mg de bolus, des périodes réfractaires de 7 minutes, dose max 24 mg par 4 heures. Comme ça, la dose max permet que le gars, parce que quand même 7 minutes, c'est pas très long hein, comme période réfractaire. Alors si on met pas de dose max, le patient pourrait surdoser. Donc on met cette dose max à 24 mg par 4 heures. Surveillance de la titration et de la PCA. Score de sédation, hein, ça c'est un exemple. Moi je ne sais pas l'exemple qui est pratiqué aux urgences, ce qu'on vous donne comme recommandation, mais ça peut être ça. Quand le patient est somnolent, on commence à regarder. Quand le patient est juste somnolent, c'est pas grave. Je veux dire, il est pas encore surdosé. Si il a les yeux fermés mais qui répond à l'appel, on est au 3 et quand on est au 3, on commence à regarder la fréquence respi parce que c'est là qu'il peut commencer à devenir hypoventiler et être surdosé. Et vous voyez ça, les yeux fermés répondant à l'appel, fréquence respiratoire inférieure à 10, appel du médecin. L'assurance paramédicale, mais vous aussi vous pouvez l'appliquer quand vous voyez le patient. Et puis voilà, et ensuite si vraiment le gars il est en gros surdosage,
C'est le protocole, les protocoles de Narcan. Douleur réfractaire aux urgences. On peut discuter de la coanalgésie avec de la kétamine. Selon le protocole local, il n'y a pas de truc des recommandations très fortes par rapport à ça. Les bolus sont généralement des bolus de petite dose, entre 10 et 25 mg, mais ça, c'est bien sûr, c'est le senior qui va voir avec vous ce qu'il a envie de faire, s'il a envie de faire ça, ou s'il a envie de faire autre chose, ou s'il a envie de déjà appeler la médecine intensive pour essayer de mieux soulager le patient. Il faut poursuivre la titration morphinique en l'absence de surdosage. Hein. Si on dit que les douleurs sont réfractaires, mais il faut quand même poursuivre la titration. C'est là qu'il faut discuter avec l'arrière. Si le patient il a des douleurs atroces après, je sais pas moi, 2 heures de prise en charge, ça peut, le temps paraît très long hein, quand le gars il hurle aux urgences, avec le personnel des urgences qui dit de se taire. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Ce qui va peut-être vous arriver à un moment donné, vous aurez le moment fêleux de dire arrête de gueuler quoi. Arrête de gueuler, il y a d'autres malades autour. C'est ce que les patients nous racontent. Et eux, ils ont des douleurs atroces. Mais c'est pour ça qu'il faut encourager d'agir sur les douleurs réfractaires, et notamment discuter avec les réanimateurs qui, alors bien sûr, des fois, j'ai pas de place, etc. Vous tomberez sur des gens qui n'ont pas envie de les prendre parce qu'ils ne sont pas défaillants, etc. Mais en tout cas, c'est une discussion qu'il faut avoir avec la réanimation médicale. Douleurs réfractaires et signes de surdosage de morphine, nécessité de la kétamine, antécédent de transfert en réa pour douleurs réfractaires. Ça veut dire que rapidement, vous allez appeler à la réa. Si vous voulez, j'ai un patient, je regarde ses hospices, à chaque fois qu'il va aux urgences, il part en réa après, pour le soulager. Donc si vous voyez des dossiers comme ça, vous appelez directement la réa pour en discuter. D'accord. Ouais. Situation particulière, si normalement ils ont 8 d'hémoglobine et là vous les avez à 11, faut discuter une saignée. Il faut diluer, il faut diminuer l'hématocrite. S'ils sont visqueux, ça va favoriser les crises. S'ils ont une hémoglobine inférieure à 6 et qui ne régénère pas, on peut discuter une transfusion, mais c'est discuter. Allo 5, 15, 15, là le tropicaliste, est-ce qu'il faut faire une transfusion oui, non. Et donc là, le truc de l'hémolyse retardée post-transfusionnelle, si CVO et baisse de l'hémoglobine dans les 3 semaines suivant une transfusion, c'est peut-être une hémolyse retardée post-transfusionnelle, donc c'est la question à se poser. Et le truc qu'on vous demandera, c'est de faire une étude de l'hémoglobine. Nous, on fait une étude de l'hémoglobine à chaque fois qu'ils sont transfusés. Donc je transfuse le patient le 1er janvier, le 2 janvier, je lui fais l'électrophorèse, j'ai vu que je lui ai donné 20% d'hémoglobine A grâce à ma transfusion. Le 12 janvier, 10 jours plus tard, le 11 janvier, il vient aux urgences pour sa CVO. Vous lui faites sa NF, il a une hémoglobine qui est passée de 8 à 5. Et on fait une électrophorèse de l'hémoglobine et son hémoglobine A est passée à 0%. Ça veut dire qu'il a hémolyser l'ensemble de ses culots transfusés en 10 jours. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc voilà. Le syndrome thoracique aigu, je vous refais pas la physiopathe, mais il y a de la vaso-occlusion pulmonaire, il y a de l'embolie graisseuse, il y a de la téléctasie, il y a de l'infection, tout ça mélangé, ça donne un tableau similaire à la pneumopathie. C'est pareil, c'est oxygène, c'est de la kiné pour faire de l'ampliation thoracique profonde, c'est pareil, c'est hydrate, c'est antalgique, c'est anxiolyse, antibiotique 6 fièvres, antipneumococcique, on met un macrolide s'il y a des signes de gravité. Transfusion, signe de gravité respiratoire, absence d'amélioration à 72 heures, mais ça, c'est pas l'affaire vraiment des urgences. Transfert en réanimation, signe de gravité, ça, c'est assez spécifique. Voilà. Je vais en rester là parce que ça fait très très longtemps que je vous parle beaucoup trop longtemps. Je suis désolé. C'est des patients qui sont arrivés de faire des AVC ischémiques. Donc, de toute façon, un drépano qui arrive avec un tableau neurologique aigu, il faut appeler les neurovasques, bien sûr, mais il faut nous appeler. Parce qu'il y a la question de la transfusion en urgence. Un AVC chez un drépano, c'est transfusion en urgence. Il faut nous appeler de toute façon immédiatement. Le priapisme, l'important c'est le timing. Est-ce que ça fait moins d'une heure que le patient est en priapisme? Et là, on peut lui donner un traitement vasculotrope péros qui s'appelle l'éthyléphrine. Est-ce que ça persiste depuis plus d'une heure ou qu'il y a un échec de 4 comprimés d'éthyléphrine? Et là, c'est des injections intracaverneuses de ce médicament. Plus de 3 heures, échec d'injection, c'est drainage de la verge avec l'urologue pour essayer d'enlever le sang. Et puis après, l'échange transfusionnel. Donc ça, c'est important à savoir. Priapisme, de toute façon, vous appelez l'uro et vous appelez le tropicaliste. Et on voit ce qu'on fait selon le timing. Il faut vraiment les prendre en charge très rapidement. C'est le timing qui compte. Et c'est persistant moins d'une heure à l'arrivée des urgences? Euh, Parce que le dans, dans- priapisme, dans la définition, c'est 4 heures.
dans l'interrogatoire. Bah, ici ça va être tout simplement des érections douloureuses non liées à une stimulation sexuelle, tu vois. Donc, et après, souvent, ce qu'ils appellent des priapismes intermittents, c'est-à-dire ils ont ces épisodes comme ça d'érections douloureuses qui ne contrôlent pas, mais qui durent donc qui durent pas très longtemps, mais qui clairement pour eux sont pas normales et sont pathologiques. Et on leur dit mesures physiques, c'est des trucs de vol vasculaire, hein, monter, descendre des escaliers, les gémiflexions, la douche chaude, etc. Et si ça passe pas, il faut rapidement réagir. Et je pense que nous, on leur dit qu'il faut rapidement. Faut pas attendre les 4 heures. Et ils l'ont pas en ambulatoire, les filles. Alors quand ils n'ont jamais fait de ce genre de problème, ils en ont pas. Après, quand ils ont fait des priapismes, on leur en donne pour qu'ils puissent le faire chez nous. Voilà. Allez, je vais en rester là. Le reste, c'était contacter le 5 15 15 s'il répond aux urgences. Franchement, si vous l'avez au départ, que vous avez commencé à gérer l'antalgie initiale, etc., faites ça, vous nous appelez. Vous nous appelez immédiatement si vous pensez qu'il y a une situation complexe par rapport à ce patient, une discussion complexe. Si vous avez dit, bon, c'est une CVO, c'est assez simple, je sais quoi faire, assez rapidement quand vous avez mis en place le traitement, vous nous appelez pour nous prévenir. Nous, s'il doit être rentré chez lui, il faut qu'on soit informé parce que ça veut dire qu'on va le voir plus tôt en consultation. Normalement, on les voit tous les 6 mois. Et si le gars fait une crise, qui a décidé un passage d'urgence, c'est important de le voir rapidement, voir s'il y a quelque chose à changer dans sa prise en charge. Généralement, on vous dit qu'on peut les laisser partir si ça fait 6 à 8 heures qu'ils sont soulagés sans morphine. Pas besoin de morphine depuis 6-8 heures. Probablement, il peut rentrer. Et ça, avant qu'il rentre, il faut qu'on en discute quand même. Je peux le faire rentrer. Le tropicaliste connaît le patient. Oui, c'est bon. Ou alors, non, celui-là, je préfère le garder pour une raison ou une autre. Appelez-nous. Bien sûr, si vous pensez qu'il faut transfuser, il faut nous appeler. Donc, c'est pour nous informer aussi pour une consulte rapide s'ils rentrent chez eux. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse la CVO, qu'il y a un truc à faire en plus, vous nous appelez, priapisme AVC.